Madame la ministre, chère Jacqueline Gourault, monsieur le ministre, cher Olivier, chers collègues, chers amis, je vous souhaite à nouveau la bienvenue, Madame la ministre, qui nous fait l'honneur de venir ici à Autun lors de cette première journée dans le cadre de nos assises pour faire le point devant les élus des petites villes sur les principaux aspects de la politique du gouvernement qui concernent bien évidemment les collectivités locales et plus particulièrement les petites villes. Je vous remercie d'autant plus d'être venu consacrer un peu de votre temps, que je sais précieux, à venir vous exprimer devant nous, vous qui êtes, avec notre ami Olivier, au sein du gouvernement, une trop rare ministre à avoir une expérience d'élu local, de maire de petite ville de surcroît. De la mairie de la Chaussée-Saint-Victor au Sénat, dans les associations d'élus, vous avez toujours marqué, outre votre excellente connaissance des dossiers, votre profond attachement à la cause des territoires, à leur aménagement équilibré et à la décentralisation. Nous savons donc pouvoir compter sur vous, et comme je l'ai dit dès ce matin, vous ne serez pas de trop, avec Olivier, pour défendre et soutenir la cause des collectivités à taille humaine face, parfois, à ce que j'appellerais, en grossissant certainement un peu le trait, le lobby métropolitain particulièrement puissant et qui dispose d'imposants relais au plus haut niveau du gouvernement ou des instances de pouvoir central. Et aussi pour nous défendre face à une haute administration qui semble beaucoup, est-ce une simple impression, influencer parfois le pouvoir politique. Si nous devions résumer, Madame la Ministre, en un mot, c'est un exercice assez difficile, l'opinion que les maires des petites villes ont de la politique du gouvernement sur les sujets qui les concernent, prioritairement. Un mot me vient à l'esprit, il est au moment où nous exprimons, et il est le reflet aussi de ce que disent nombre des maires ici présents, ou de ceux qui, bien évidemment, appartiennent à notre association, c'est le mot perplexité. Vous ne serez donc pas étonné que l'expression « en même temps » revienne à plusieurs reprises dans mon propos. Je voudrais en effet évoquer avec vous 3 sujets majeurs pour les petites villes et leurs élus. Le premier concerne, cela ne vous étonnerait pas, ici dans un congrès d'associations d'élus, des relations financières avec l'État et la réforme dite de la fiscalité locale, qui est un sujet, comme vous le savez, pour nous essentiel. Le deuxième est relatif à la cohésion des territoires. Et le troisième nous est plus spécifique à nous, élus des petites villes, puisqu'il s'agit du statut de l'élu local que nous souhaitons impérativement voir remis au chantier avant même les élections municipales de 2020. Premier point, les relations financières entre l'État et les collectivités locales. C'est un sujet qui, comme vous l'imaginez, nous tient particulièrement à cœur, est présent dans nombre de nos discussions, de nos débats, dans nos propos. Nous avons le mot des finances locales souvent à la bouche. Nous avons suffisamment critiqué la baisse unilatérale des dotations sous le précédent quinquennat pour ne pas vous donner acte avec satisfaction de l'engagement pris au plus haut niveau de l'État de ne plus procéder à des baisses unilatérales et surtout à geler les dotations à leur montant de 2017 pendant toute la période du quinquennat. Cette stabilisation étant soumise à conditions. Les collectivités territoriales, en contrepartie, s'engagent à maîtriser strictement leurs dépenses de fonctionnement et ce, dans le cadre d'une contractualisation avec l'État. C'est une avancée significative et c'est un changement de méthode intéressant, mais en même temps, il y a loin de la coupe aux lèvres. Comme vous le savez bien, les dotations aux collectivités sont intégrées au sein d'une enveloppe. Cela a été très bien expliqué et indiqué tout à l'heure par notre ami Olivier, dans une enveloppe fermée depuis 1996. Et c'est le montant global de cette enveloppe qui est en fait stabilisé en 2018. La réalité sur le terrain a en effet été très différente pour 16 000 collectivités, communes, qui ont eu la mauvaise surprise cette année de constater une baisse significative de leur DGF et pour 22 000 communes qui ont subi une diminution de leur dotation forfaitaire. Il ne s'agit pas là d'une simple querelle de chiffres habituelle, j'ai envie de dire, entre l'État et les collectivités territoriales. Il s'agit de constater le manque d'information, la variabilité et l'instabilité des attributions individuelles pour chaque commune.
Il faut, Madame la Ministre, mettre fin à cette instabilité chronique qui engendre beaucoup de difficultés pour les élus locaux pour faire de la prévision budgétaire. C'est un exercice qui n'est pas évident, c'est une demande qui ne date pas d'aujourd'hui, mais la prévisibilité et la lisibilité doivent donc constituer, me semble-t-il, une des priorités de la réforme de notre système de finances locales dont nous attendons, vous le savez et vous l'imaginez, beaucoup. Vous le savez également, Madame la Ministre, les élus locaux font très attention aux dépenses de fonctionnement dans leur collectivité. Celles-ci, selon une dernière étude de la Banque postale, n'ont guère dépassé les 1%. Pourquoi, dès lors, ériger une règle d'or uniforme qui est déjà respectée dans la pratique? Nous savons aujourd'hui ce que signifie le sérieux budgétaire de la part des collectivités et particulièrement des petites villes. Sur un autre sujet, nous n'étions pas demandeurs de la suppression de la taxe d'habitation. Il s'agit d'un engagement présidentiel dont nous prenons acte. Il s'agit maintenant de savoir quelle sera la nature de la compensation globale pour les collectivités territoriales pour une réforme qui, lorsqu'elle s'appliquera dans sa totalité, se chiffrera à 20 milliards d'euros. La proposition du rapport Bure-Richard d'un transfert de la part départementale de la taxe foncière sur les propriétés bâties au bloc communal est conforme au souhait que nous avons formulé et à celui du Comité des finances locales. Ce scénario est le plus respectueux de l'autonomie financière et fiscale à laquelle la PVF est très attachée et à laquelle les gouvernements successifs ont porté parfois trop souvent atteinte, ainsi qu'à l'esprit de la décentralisation. Mais il semble qu'il reste 10 milliards d'euros. Les propos du ministre de l'Action et des Comptes publics, selon lesquels les 10 milliards seront gagés sur des nouvelles économies, ne nous rassurent pas pour autant. Si, Madame la Ministre, vous avez des informations à nous donner, nous sommes preneurs. De surcroît, et je ne veux pas, Madame la Ministre, vous mettre en porte-à-faux, mais qu'est-ce que nous aurions aimé que vous soyez entendus au plus haut lorsque vous avez proposé la création d'un impôt de substitution pour remplacer la taxe d'habitation. C'est ce que nous avons appelé à la PVF un impôt citoyen, nous qui sommes attachés au consentement de l'impôt, qui, bien évidemment, engage les élus que nous sommes lorsque nous produisons des activités et des projets sur les territoires que nous représentons. Il existe, sinon, vous le savez, un vrai risque de déresponsabilisation des élus locaux. Plus que jamais, les collectivités locales vont donc être assujetties aux arbitrages annuels lors de lois de finances et donc soumis au choix de Bercy, ce qui parfois, vous le savez, peut nous inquiéter. Un mot, Madame la Ministre, sur un point de divergence avec le gouvernement. Il s'agit de la baisse assez significative des contrats aidés dans nos collectivités qui, ce sont là les témoignages des maires, nous a fait mal. Elle pénalise de nombreuses associations locales qui travaillent avec ces collectivités, ainsi que de nombreux EHPAD et des maisons de retraite ou établissements d'accueil, avec le risque évident, parfois, d'une répercussion sur les prix de ces établissements. Il s'agit, Madame la Ministre, pour nous d'une conception même de la société qu'au fond du même, je suis sûr, vous partagez. Nous comptons donc sur vous pour que, au moment où va s'engager la discussion du nouveau projet de loi de finances 2019, vous fassiez auprès du gouvernement, avec Olivier, l'interprète des élus des petites villes, pour éviter qu'une vision purement et simplement comptable et parfois technocratique prenne le pas sur une vision qui doit s'inscrire pleinement dans la solidarité au niveau de la société. Le deuxième point que je voulais aborder devant vous, c'est celui de la cohésion territoriale. C'est le sujet, Madame la Ministre, sur lequel je serai peut-être le plus sévère, mais aussi, me semble-t-il, le plus conforme au témoignage des élus que nous représentons aujourd'hui. L'intitulé d'un ministère ne suffit pas plus que l'annonce d'une création d'une agence nationale qui tarde à se concrétiser, mais qui va venir. Il faut des actes. Vous me permettrez donc, Madame la Ministre, de paraphraser le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, qui, dans un article récent dans le journal Le Monde, s'interrogeait sur la politique de cohésion qui est, vous le savez, et je suis sûr que vous avez cette sensibilité essentielle et qui est demandée à tous les échelons. Oui, en effet, cette politique, notamment en termes de cohésion territoriale, qui, vous savez, soulève beaucoup, bien évidemment, d'attentes. Là-dessus, bien évidemment, nous serons très attentifs à ce que vous pourrez nous dire.
Et pourtant, les avertissements, vous le savez, n'ont pas manqué. Le vogue des élections présidentielles a confirmé la fracture qui s'installe parfois durablement entre ce qu'on appelle parfois la France périphérique et la France des métropoles, le clivage finalement entre une partie de la France dont on considère qu'elle n'a pas d'avenir et celle dans laquelle l'avenir n'est pas un problème. Je crois que ce sujet est un sujet essentiel. Vous savez, encore hier, on regarde ce qui se passe en Italie, et ce n'est pas un hasard si les commentateurs ont titré, ont indiqué « Petite ville, gros problème ». Il y a, je crois, une attention particulière qu'on doit avoir en direction à la fois de ce phénomène de métropolisation et de l'intention que l'on doit tout particulièrement auprès des petites villes. Je crois que nous attendons, Madame la Ministre, sur ce point que vous nous indiquiez finalement le chemin, les perspectives. Nous ne sommes bien évidemment pas opposés. Ce serait une erreur, je crois, aux métropoles fortes et compétitives au plan international. C'est un élément, une dimension essentielle pour la compétitivité, pour la place de la France dans le monde, mais cela ne peut se faire au détriment du reste du territoire. Petite ville nous sommes, Madame la Ministre, Martin Malvy avait l'habitude d'employer cette expression, les derniers maillons de la chaîne. Et nous sommes en effet sur la corde raide, et nous avons bien l'ambition, croyez-moi, de grimper. Nous en ferons la démonstration au cours de ces 2 jours de débat. Nous sommes bien souvent à la pointe de l'innovation dans les domaines de l'écologie, par exemple, mais aussi du numérique. On le sait ici, je parle devant Vincent Chauvet qui, sur le numérique, ici à Autun, en fait l'éclatante démonstration. Nous pouvons donc réussir à condition d'être accompagnés et soutenus. Les petites villes sont dans la course de la modernité, mais elles ne peuvent pas faire la course avec un sac à dos plein. Cela passe par davantage de solidarité territoriale entre les premiers de cordée territoriaux, ceux qui sont au-dessus et ceux qui sont au-dessous. Nous croyons, comme nos amis de France urbaine, à l'alliance des territoires. Mais nous voulons donner un contenu concret à cette alliance, car l'amour demande aussi des preuves concrètes, y compris au niveau des solidarités financières. Voilà pourquoi nous réitérons notre proposition de création de ce que nous avons appelé le 1% métropole pour redistribuer une part, même modeste, de la richesse de la métropole sur les territoires de sa région. Cette idée avait fait l'objet, à l'automne dernier, d'un amendement lors de la discussion budgétaire, soutenu par de nombreux parlementaires, y compris la majorité. Je salue notre collègue Loïc Hervé, qui accompagnait cette démarche. Je sais que cette démarche n'a pas abouti, mais sachez-le, nous sommes têtus, obstinés, et nous redéposerons à l'automne cet amendement tant nous sommes certains que c'est une idée d'avenir qui peut faire son chemin et nous aurons l'occasion, bien évidemment, avec les élus ici présents, d'affiner cette proposition. Car il y a urgence, Madame la Ministre. Urgence, en effet, à changer de braquet en faveur d'une politique d'aménagement et de cohésion territoriale qui doit véritablement être à la hauteur des enjeux. Je me fais ici l'interprète des centaines de petites villes en grande difficulté et en situation de souffrance, mais qui veulent continuer à croire en l'avenir. Nous sommes inquiets sur la question de la mobilité dans les territoires ruraux et périphériques. Nous ne portons pas de jugement sur la réforme ferroviaire, ce n'est pas notre rôle. Nous avons été associés lors des assises de la mobilité aux discussions. Nous avons apporté nous-mêmes notre contribution à travers un livre blanc sur les mobilités. Nous avons bien pris acte également que le rapport Spinetta, qui préconisait la fermeture de nombreuses petites lignes, n'engageait pas le gouvernement. Mais, vous le comprendrez, notre vigilance, elle reste de mise. Je le redis ici, il n'y a pas de petites lignes, il n'y a pas de petit territoire, ni de citoyens de seconde zone. Il y a la France et la République. Nous pourrions d'ailleurs nous appeler l'Association des petites républiques de France. Je sais que vous êtes attachés à ce que porte comme promesse la République. Voilà pourquoi il faut faire confiance aux régions et aux collectivités pour améliorer le service rendu aux usagers, à condition, bien évidemment, de leur donner les moyens et que s'exerce en la matière également la solidarité nationale. Nous sommes inquiets également face à l'avancée de la désertification médicale. Nous avons noté avec intérêt
les propositions avancées par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, dans le plan pour l'égal accès aux soins dans les territoires. Il y a des mesures positives avec l'objectif de doubler le nombre de maisons de santé dont nous savons et nous connaissons les effets d'ici à 2022, et encore la création de 300 postes de médecine dite partagée. Mais tout cela n'est pas encore complètement à la hauteur des défis qui nous attendent. Démographie médicale défavorable et vieillissement de la population, tels sont les enjeux dans le domaine du maillage sanitaire attendu dans notre pays. Et je me fais là encore le reflet des discussions que nous avons au sein de la PVF. L'incitation à l'installation ne suffit plus. Il faut, Madame la Ministre, avoir le courage politique qui a manqué jusqu'alors. Il faut être d'une implacable vérité en la matière, de mettre en place des mesures de régulation. Et la PVF propose, dans cette optique, la création de territoires prioritaires de santé qui concerneraient les territoires où l'offre de soins est la plus réduite. Enfin, Madame la Ministre, je voudrais attirer votre attention sur l'urgence à appréhender la question de la revitalisation des centres-villes, dans sa globalité, et non plus par strates au risque de créer soit des exceptions, soit des découragements au sein de nos élus. Merci, Madame la Ministre, pour les 222 collectivités territoriales retenues dans le plan Action Cœur de Ville, dont d'ailleurs 80 sont membres de l'APVF. Merci pour Autun, merci pour Annonay, merci pour Cahors, merci pour Morlaix, mais que dire pour Saint-Flour, Joigny, Brioude, Élure, et j'en oublie beaucoup, qui auraient vu leurs difficultés, leur ampleur, l'enjeu qui est le leur dans ce domaine, bien mérité de figurer dans ce dispositif. Ces enjeux, vous le savez, ne touchent pas seulement les villes moyennes. Elles concernent bien évidemment les petites villes. On identifie dans notre pays autour de 700 communes qui sont confrontées à ces enjeux qui sont importants. Je sais qu'il y aura sans doute d'autres dispositifs, mais je voudrais, puisque j'ai l'occasion de m'exprimer devant vous, Madame le Ministre, vous dire l'attention que nous portons pour notamment les communes qui ont été repérées, c'était lors du précédent, la précédente législature, dans l'appel à manifestation d'intérêt, que l'engagement de l'État qui a été pris puisse être poursuivi. Voilà pourquoi la PVF s'associe pleinement aux propositions portées par le sénateur Bourquin et Pointereau, qui préconisent, et je sais que vous êtes sensible à tout ce qui vient de nos collègues du Sénat, Madame la Ministre, qui préconise un pacte national de revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs, qui concernerait toutes les strates des communes et aborderait dans sa globalité les questions à la fois du logement, des commerces et de la présence des services publics sur les territoires. Sous l'égide de Pierre Jarlier, nous consacrerons un atelier demain matin à ce sujet avec le renfort de celles et ceux qui participeront à ces échanges. Mais nous comptons sur vous, Madame la Ministre, pour faire avancer ce dossier au-delà du projet de loi ÉLAN, qui est en cours de discussion actuellement à l'Assemblée nationale, parce que ce sujet, vous l'aurez compris, est essentiel de nos petites villes. Un dernier point rapide, Madame la Ministre, mais qui concerne, je le sais, beaucoup d'élus des petites villes, c'est la question qui revient régulièrement du statut de l'élu local. On a parfois de la pudeur à l'aborder, mais je crois que c'est une fausse pudeur. Si on veut éviter parfois du découragement, parfois aussi une forme de lassitude, de difficulté, je pense qu'il faut avoir collectivement le courage d'apporter ou d'aborder cette question sous le prisme de la démocratie. La démocratie, elle a un coût qu'il faut supporter. Il faut permettre à celles et ceux qui font l'engagement fondé sur les valeurs de la République de pouvoir le faire dans d'excellentes conditions. Je le dis, mais vous le savez, rien ne remplacera les élus. Il coûterait plus cher à l'État de remplacer chacun des élus par un guichet ou par un fonctionnaire d'État. Nous le savons tous. Nous savons le rôle formidable qui est joué par chacune et chacun d'entre nous au quotidien, en appui bien évidemment d'autres collectivités, mais en assurant la présence que nous devons aux citoyens que nous représentons. Je sais que vous êtes sensible, parce que vous en avez l'expérience, à ces messages, et je sais aussi que vous allez suivre personnellement ce dossier. Il y a urgence, Madame la Ministre, là encore,
à avancer d'ici les élections municipales de 2020, sous peine de pénurie des vocations. J'insiste, sous peine de pénurie des vocations. On a l'habitude, souvent, à la veille de ces élections municipales, à travers des articles, de signaler le stress, la difficulté de pouvoir accrocher des élus, ou même cette lassitude que je décrivais. Mais je pense que cette fois-ci, on sera à un tournant, à une heure de vérité, et nous qui croyons à la démocratie territoriale, je pense qu'il faut être capable d'apporter des réponses. Dans cet ordre d'idées, nous proposerons, dans quelques jours, une série de propositions précises qui ont été élaborées par notre association, car nous posons la question, même si en ces temps de populisme exacerbé, ce n'est pas très populaire, de celle de l'indemnité des élus. L'enjeu est bien l'égalité des chances dans l'accès à la fonction élective et sa diversification. Vous paraît-il normal, compte tenu des responsabilités et du temps consacré à l'exercice de la fonction, qu'un maire de petite ville ait une indemnité sensiblement inférieure au salaire de son DGS? Il y a, je pense, en la matière, une juste revalorisation à trouver. Le curseur, il s'agit simplement de tenir compte d'une réalité aujourd'hui qui nous remonte de nos communes. Enfin, parce que les risques de responsabilité pénale personnelle dissuadent parfois nos concitoyens de s'investir pleinement au service de l'intérêt public local, il convient de réfléchir à une réforme pénale pour les délits non intentionnels. La condamnation ne doit plus être possible sur le fondement d'une faute caractérisée au contour parfois trop flou et la responsabilité de la commune devait être recherchée prioritairement, j'insiste sur ce point, en lieu et place de celle du maire. J'aurais pu, Madame la Ministre, aborder bien d'autres sujets d'importance, tels les rapports communes et intercommunalités, par exemple, qui évoluent avec le regroupement des intercommunalités, ou d'autres sujets encore, sauf bien évidemment à appuyer sur ce point, mais je vous dis quand même sur ce sujet du regroupement des intercommunalités, il y a une position ancienne, elle a été portée par notre ami Martin Malvy et par notre ami Olivier, qui est celle d'éviter à tout prix un système supracommunal dont nous ne sommes pas, vous l'imaginez, favorables, parce qu'il ne convient pas de couper en quelque sorte le cordon ombilical entre la commune et son intercommunalité. Et je sais, là encore, que vous êtes très attachés à cette dimension. Pour nous, et pour terminer, 2 lignes rouges à ne pas franchir. L'élection des représentants intercommunaux hors de l'échelle communale et l'instruction des permis de construire par les présidents des intercommunalités. Voilà des points sur lesquels nous serons, vous l'imaginez, non seulement fermement opposés, mais fermement présents, conviendront les discussions. Mais c'est à vous, Madame la Ministre, et vous m'excuserez si sans doute j'étais un peu long, mais cela vous laisse augurer de l'attente et l'attention que vont porter l'ensemble des maires ici présents à l'écoute de vos propos. Encore une fois, au nom de la PVF, Madame la Ministre, merci de votre présence et merci de l'attention que vous portez aux petites villes de France. Monsieur le ministre, cher Olivier, Monsieur le préfet de Saône-et-Loire, Monsieur le sous-préfet d'Autun, Mesdames et Messieurs, peut-être que je dois dire Monsieur le député, je ne sais pas s'il est encore là parce qu'il devait partir, il est parti. Madame la présidente du Conseil régional, ou plus exactement son représentant, Monsieur Éric Houlet, vice-président, le président du conseil départemental m'a exprimé son besoin de quitter en fin de matinée la réunion, mais je tenais à le saluer. Monsieur le président, bien sûr, de la PVF, monsieur le maire, cher Vincent Chauvet, madame la présidente de la communauté de communes, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, et si je puis me permettre, chers amis, parce que j'ai beaucoup d'amis dans la salle, à commencer par le bureau de la PVF, où je connais beaucoup des membres qui sont ici sur la scène. Alors, si j'étais taquine, monsieur le président,
excusez-moi, si j'étais taquine, Monsieur le Président, je dirais que vous avez posé beaucoup plus de questions à la ministre que je suis qu'à votre ami ministre qui est passé avant moi sur la scène tout à l'heure. Je vais essayer d'y répondre, et si j'oublie quelque chose, vous me le direz. La première chose que je vais vous dire, peut-être, et développer, c'est au fond l'idée qu'a fait le gouvernement lors de sa nomination, et je crois que nous pouvons faire ensemble, c'est-à-dire qu'il a fait un état des lieux, et il s'est dit que depuis plusieurs années, deux choses ont été importantes. La première, c'est les nombreuses réformes territoriales qui ont eu lieu, et je ne remonte pas seulement au gouvernement précédent, mais au précédent également, c'est-à-dire des réformes depuis 2010, la loi RCT, la loi MAPTAM, la loi NOTRe, qui ont, je dirais, assez fortement changé la physionomie de nos collectivités territoriales. C'est passé par l'agrandissement des régions, le mode de scrutin des départements, les agrandissements des intercommunalités, la naissance des métropoles, la naissance des communes nouvelles. Donc, beaucoup de choses se sont créées, je dirais, pendant toutes ces années. Ça, c'est la première constatation. Et la deuxième constatation que vous avez tous évoquée, de manière différente, mais avec la même idée, c'est la question, au fond, du sentiment, des inquiétudes qu'il peut y avoir dans certaines parties du territoire et que vous avez exprimé en disant il faut éviter le tout métropole ou le trop métropole, il faut coupler absolument l'urbain et le rural, je cite bien sûr. Il faut une solidarité humaine et territoriale, je crois que c'est vous qui l'avez dit, Monsieur le Président. Enfin, donc la préoccupation qu'il y ait, si je puis dire, un tissu territorial où personne ne soit oublié. C'est au fond cela. Et force est de constater que même si on avait dépassé Paris et le désert français, il y avait eu des territoires qui s'étaient fortement urbanisés, d'autres qui s'étaient désertifiés, si je puis dire. Et désertifiés, comment dire, en termes de services publics notamment, ou de services médicaux, etc., etc. C'est la constatation qui a été faite par ce gouvernement. D'où l'idée, enfin deux idées après deux constatations. Et il ne s'agit pas, dans mon esprit, d'accuser les gouvernements précédents de quoi que ce soit. J'ai été parlementaire, je sais très bien ce qu'est la vie politique et ce qu'est la vie des collectivités territoriales, et je ne remets pas en cause non plus la volonté du gouvernement de trouver aussi des solutions aux États qu'ils rencontrent eux-mêmes. Mais c'est la raison pour laquelle le gouvernement a décidé, d'annoncer qu'il ne ferait pas de grandes réformes territoriales pendant le quinquennat. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la création de ce qu'on a appelé la Conférence nationale des territoires. Et bien sûr, les deux points sont absolument considérables. Ça veut dire qu'on va travailler, je dirais, en gros, à périmètre constant, et en essayant de retisser une relation plus étroite entre les collectivités territoriales et l'État. Alors, ça n'est pas toujours facile. Il y a aussi des erreurs faites par le gouvernement, qui est un jeune gouvernement, parfois des erreurs de fond, mais parfois aussi des erreurs de communication. On est tout à fait prêt à le reconnaître. Mais globalement, la volonté du gouvernement est vraiment d'engager ce chemin de stabilisation et en même temps de dialogue. Alors, à la Conférence nationale des territoires, on peut y parler de beaucoup de choses, et on peut y parler notamment de finances publiques. Je n'avais pas du tout l'intention de revenir sur les finances publiques, puisque ce matin, Olivier l'a excellemment fait.
Mais je vais quand même dire une ou deux petites choses, puisque vous m'avez interrogé, sur les dotations. C'est vrai, ce que vous avez exprimé. C'est-à-dire que la DGF, globalement, a été stabilisée, mais que le résultat n'est pas le même dans toutes les communes. Certaines ont bénéficié, d'autres ont baissé. Alors, je trouve qu'on est victime, je dirais, de notre décision. On est victime de notre décision parce qu'auparavant, l'enveloppe était, comme vous l'avez rappelé, chacun d'entre vous, toujours fixe, si je puis dire. Enfin, tout était dans une même enveloppe. La part forfaitaire et les parts péréquatrices. Sauf qu'avant, depuis 4 ans, tous les gens, ils avaient perdu, tous. Tout le monde avait perdu. Tout le monde avait baissé. Donc, les gens ne se comparaient pas, parce que tout le monde avait baissé. Alors, ils disaient, bah, on a baissé, c'est comme ça, c'est la décision du gouvernement. Là, aujourd'hui, le système fait qu'il y en a qui montent et il y en a qui descendent. Et donc, ça crée un sentiment, parfois d'injustice, alors que c'est exactement les mêmes règles et les mêmes phénomènes qui provoquent les mêmes effets. Sauf que nous sommes dans une enveloppe qui est stable. Alors, de là à penser qu'on aurait mieux fait de continuer comme par le passé, je chasse ça de mon idée. Mais enfin, quand même, j'étais en Vendée lundi. Je n'ai pas regardé pour le département où je suis aujourd'hui, mais par exemple, 70% des communes en Vendée ont eu des communes qui ont eu un plus et seulement 30% un moins. Il y a quelque chose, je le dis, qui a été très important dans la baisse de la DGF de certaines communes, je le dis d'une manière générale, pas départementalisée. Il s'agit des changements d'intercommunalité, parce que tout ça a correspondu également aux évolutions voulues par la loi NOTRe, d'évolution de l'intercommunalité, comme vous l'avez rappelé, avec une volonté qu'il y ait au moins 15 000 habitants, sauf dérogation de densité. Donc ça a eu aussi beaucoup de conséquences, parce que quand on change d'intercommunalité, qu'on se marie parfois avec des intercommunalités plus riches, eh bien, ça fait baisser effectivement la DGF de ces intercommunalités. Alors, il y a déjà eu des tentatives sous l'ancien gouvernement de réviser la DGF. Le comité des finances locales, présidé par André Léniel, ici est attelé pendant tout le quinquennat dernier. Personne n'a jamais réussi à se mettre d'accord pour changer le système. Je tiens à le dire quand même. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que la solidarité dont j'ai entendu beaucoup parler entre l'urbain et le rural, et même vous faites des propositions pour aller plus loin, c'est aussi ce qui existe dans la DGF avec les phénomènes péréquateurs. Et qui fait qu'on donne aux plus pauvres et on prend aux riches pour donner aux plus pauvres. Et j'ai entendu que vous aviez une idée pour les métropoles. Votre camarade qui est à Bercy, pas moi qui a entendu aussi votre proposition. La question qu'on peut se demander aussi, je pose la question en réponse à votre question, Monsieur le Président. La réponse qu'on peut se poser aussi, est-ce que ça doit être une décision nationale dans le budget de la France peut-être, ou est-ce que les contrats territoriaux, les contrats de solidarité peuvent être aussi une autre solution, je le pose, mais ça c'est un débat qui doit avoir lieu, bien sûr, au cours du futur budget. Mais en tout cas, ce qui est très important, c'est qu'il faut garder les péréquations, ça j'en suis certaine. Alors peut-être faut-il revenir sur le FPIC, le Fonds de péréquation intercommunal. Je crois personnellement que c'est une nécessité de revoir un peu les critères. Excusez-moi, je suis un peu technique, mais enfin bon, puisqu'on est en finance, je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut se pencher. D'ailleurs, je vous rappelle que dans le budget de cette année, nous avons stabilisé le FPIC pour ne pas engendrer des modifications importantes et pour une meilleure lisibilité. Enfin, puisque je vais finir par... Je crois que tu n'en as pas parlé ce matin, Olivier, en te remerciant de me laisser cette partie, c'est le soutien à l'investissement rural, puisque ça c'est très important pour les communes et les petites communes que vous êtes, puisqu'il y a eu consolidation des subventions d'investissement aux collectivités territoriales,
les crédits ont fortement augmenté de 5,5%, avec bien sûr la DETR que tout le monde connaît et qui a augmenté bien sûr dans tous les départements. Alors quand je dis dans tous les départements, je fais une petite nuance parce qu'il faut toujours être très précis. Je vais prendre par exemple les Pyrénées-Atlantiques, parce que je connais bien l'exemple des Pyrénées-Atlantiques. Vous savez comment les Basques ont voulu faire une intercommunalité basque très grande, qui couvre la totalité du Pays basque, et ils sont devenus une très grande communauté d'agglomération. Quand vous êtes dans une commune rurale d'une communauté d'agglomération, ça ne compte plus dans l'enveloppe totale de la DETR. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas toucher de DETR, mais l'enveloppe globale de la DETR dans les Pyrénées-Atlantiques a baissé parce qu'il y a moins de communes rurales, à proprement parler, qui en font partie. Donc, la DETR a augmenté et, surtout, je voudrais aussi insister sur la DSIL, qui s'appelait avant le FSIL, c'est la même chose. L'ancien gouvernement, avec les prélèvements systématiques qui avaient été faits sur la DGF, avait vu nettement que les collectivités avaient baissé leur investissement. À peu près 20% en moyenne, 20 à 25% de mémoire. Et le gouvernement, voyant le danger, bien sûr, puisque qui dit baisse de l'investissement local, c'est aussi baisse pour les entreprises locales, bien évidemment. Eh bien, l'ancien gouvernement avait créé le FSIL, c'est-à-dire un fonds de soutien à l'investissement local, justement. Alors, je voudrais vous faire remarquer que, malgré le fait que nous ayons maintenu la DGF à son niveau, non seulement nous avons maintenu le FSIL, mais nous l'avons augmenté. Je rappelle à tout le monde que le FSIL est dans les mains des préfets de région et que la DETR est dans les mains des préfets de département. Mais dans beaucoup de régions, les préfets de région donnent une partie de l'enveloppe au préfet de département qui la répartit selon les dossiers qu'on lui présente. Et ensuite, bien sûr, il reste toujours pour les dossiers d'intérêt régional aux mains du préfet de région. Alors, je ne voulais pas parler de finances, j'en ai parlé beaucoup trop, je crois, mais en complément, bien sûr, de ce qu'a dit Olivier. Mais soyez sûrs, en tout cas, qu'en ce qui concerne, je veille, évidemment, et par exemple, pour être concrète, Monsieur le Président, depuis que je suis au gouvernement, avec Gérard Collomb, nous avons veillé, et Olivier n'était pas là encore, nous avons veillé à ce que la TH supprimée soit un dégrèvement. Parce que c'est vrai que parfois, chez les fonctionnaires de Bercy, ils ont tendance à faire des calculs, c'est pour ça qu'Olivier a un rude challenge, à faire des calculs qui sont avantageux pour l'État, soyons clairs. Et le dégrèvement, comme vous le savez, c'est différent d'une compensation, parce que le dégrèvement, il est basé sur une estimation annuelle et qui tient compte des constructions qui sont faites dans vos communes, chaque année. C'est-à-dire que votre dégrèvement est, en hausse si vous avez de nouvelles constructions, puisque l'État prend la place du contribuable. Alors, je ne reviens pas sur la réforme fiscale, puisque Olivier l'a expliqué tout à l'heure, mais je comprends bien, moi, personnellement, en étant défenseur du bloc communal, si je puis dire, même si j'étais conseiller départemental, enfin général à l'époque, et conseiller régional, je pense que le lien entre le territoire et l'impôt est quelque chose d'important pour le bloc communal. Je ne suis pas sûre que ce soit la même chose pour le bloc départemental et régional. D'ailleurs, régional, je dirais, l'affaire est classée, puisque maintenant, ils ont la TVA. Mais je pense qu'effectivement, l'idée de redescendre la taxe du foncier bâti, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le bloc communal, alors après commune et intercommunalité, vous avez expliqué tout à l'heure, Olivier, je pense que c'est quelque chose qui correspond en tout cas à la volonté des maires. Ça, j'en suis absolument certaine, et sûrement au lien de proximité entre les citoyens
et leur maire. Je rappelle, en plus, parce qu'il faut toujours faire un peu d'histoire, c'est mon métier, qu'il y a peu de temps que les départements bénéficient de cette part du foncier bâti, puisque c'est en 2010, quand le président Sarkozy a décidé de supprimer la taxe professionnelle, qu'on a réparti les différents impôts locaux. Donc, je le rappelle aussi à ceux qui poussent des cris d'orfraie aujourd'hui parce qu'on supprime un impôt. On l'a fait en 2010, et en 2010, on a dû répartir à nouveau et réfléchir pour rétablir les ressources des collectivités locales. Voilà pour la partie financière. Je voulais vous dire, sur votre inquiétude des métropoles, moi je suis très à l'aise avec ça. Moi j'ai trouvé que l'ancien gouvernement, avec la loi MAPTAM, avait bien fait de, comment dire, légiférer, réguler sur les métropoles. Parce que c'est une réalité. La métropole, elles existent de fait. Enfin, ça existe. L'urbanisation est un phénomène qui a existé. Et moi, j'étais très partisante à l'époque de ce que le gouvernement faisait pour les métropoles quand il a commencé à légiférer sur, je dirais, ce qu'on appelait les métropoles de dimension européenne. C'est-à-dire les 6 plus grandes villes françaises, et qui avaient un rayonnement très important, un poids économique, démographique très important. Personnellement, j'ai été moins chaude, d'ailleurs je ne l'ai pas voté, quand ensuite on a multiplié les métropoles. Je crois que ça a été un brouillage de l'image métropole, et il faut être très honnête, c'est sur la pression des élus locaux que le gouvernement l'a fait. Parce que chacun, ensuite, a voulu sa métropole. Je vais prendre l'exemple de ma région, comme il n'y a pas d'histoire comme ça. Moi, dans ma région, il n'y avait pas de métropole. Et subitement, tout le monde s'est senti, privé de quelque chose. Du coup, Orléans a demandé à devenir métropole. Naturellement, comme ça se passe toujours dans ma région, si Orléans a quelque chose, il faut que Tours l'ait. Donc, du coup, on a 2 métropoles maintenant. Je ne suis pas sûre qu'un pôle métropolitain entre Orléans, Blois et Tours n'aurait pas été plus malin. Mais, je le dis devant tout le monde, ça veut dire que la Conférence nationale des territoires, je reviens là-dessus, si elle avait existé, si tout le monde avait pu s'exprimer, si le maire de Blois avait été... Et ce n'est pas des histoires politiques, parce que le maire de Blois était justement proche du gouvernement. Donc, avait pu s'exprimer, peut-être qu'on n'aurait pas fait ce qui s'est fait avec les métropoles. Je tiens à le dire parce que ça me semble très important, cette Conférence nationale des territoires. Il faut qu'elle soit déclinée. Je pense que votre préfet aussi, ici, a fait des réunions, mais que dans tous les départements, il y a eu des réunions de fait, parce que c'est un lieu où il faut dialoguer. Bien sûr, il y a les instances au niveau national, mais il faut que ça se réplique, si je puis dire, au niveau local. Et je pense que c'est quelque chose de très important. Je vous ai dit qu'il n'y aurait pas de réforme, de grande réforme territoriale. Peut-être quand même vous dire, puisque je continue sur la rampe métropole, qu'il y aura une loi qui viendra parler des métropoles. D'abord parce qu'il faut revoir la métropole de Paris et que tout le monde souhaite que la métropole de Paris soit revue. Alors, tout le monde n'est pas d'accord sur la solution, je vous rassure, ça serait trop simple, mais tout le monde est d'accord pour le fait de dire que ce qui a été fait jusqu'à maintenant ne fonctionne pas bien. La deuxième chose, c'est qu'il y a eu un exemple en France, c'est Lyon, de fusion d'une métropole avec une partie d'un département. C'est des choses que souhaitent d'autres élus. Par exemple, ça bouge beaucoup dans ce coin-là en ce moment, je vais vous parler de Marseille. Et avec Marseille, c'est assez visible parce que, au fond, déjà, la métropole est presque à l'échelle du département, sauf le pays d'Arles, que je n'oublie pas, monsieur, il est là, je l'ai vu tout à l'heure, qui n'est pas dans la métropole. Et puis Toulouse, Jean-Luc Moudenc pense aussi à faire une métropole avec peut-être le département. Je ne dis pas que les départements sont forcément d'accord, voilà. Mais il y a une idée que les 5 ou 6 grandes métropoles de dimension européenne
pourrait éventuellement fusionner avec un département ou une partie de département. C'est quelque chose, je le dis parce que vous êtes là, ça ne vous concerne pas directement, vous les petites villes, mais enfin, quand vous êtes dans un département qui est concerné, ça peut également vous toucher. Donc je tenais à vous le dire, mais c'est le sujet sur lequel il faut essayer de réfléchir pour avancer. Ensuite, je ne dis pas que ça va se faire, je dis que c'est dans les esprits, que c'est potentiellement faisable. Enfin, je voulais vous dire aussi qu'il n'est pas interdit de légiférer à la marge. Il n'est pas interdit de légiférer à la marge sur des sujets. On l'a fait sur GEMAPI, par exemple, pour réintroduire les départements et les régions. On va le faire sur l'eau et l'assainissement, ça dure, mais le gouvernement s'engage à ce qu'il y ait une loi qui soit votée avec une capacité de report jusqu'en 2026 pour les communes qui décideraient, dans une communauté de communes, de ne pas être prêtes à ce transfert et qui représenteraient 25% de la population, 20% des communes représentant 25% de la population. Ça veut dire qu'on ne revient pas sur le transfert obligatoire, ça veut dire qu'on laisse plus de temps pour le faire. Et j'ajoute qu'on va couper la sécabilité, qu'on va faire la sécabilité, c'est-à-dire que si des gens sont prêts à passer l'assainissement, ils peuvent le passer sans l'eau et vice-versa, ou les deux en même temps. Je crois que c'est une liberté donnée aux petites communes qui est importante. Bien. Je voudrais également vous dire que quelque chose d'autre va dans le sens de ce que vous avez exprimé aussi. C'est, au fond, ce que j'appellerais le besoin d'adaptation et de différenciation pour répondre aux spécificités des territoires. Deux choses. La libre administration du XXIe siècle doit articuler à la fois la différenciation et la liberté locale. Il s'agit d'identifier les besoins spécifiques de chaque territoire et de leur trouver une traduction concrète. Dans ce cadre, l'État veut jouer et jouera un rôle de facilitateur, bien sûr, de toutes ces spécificités, avec deux mécanismes. Un mécanisme qui est expérimental pour l'instant, je ne crois pas que Monsieur le Préfet vous en soyez... non. C'est le pouvoir de dérogation des préfets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un préfet, il y a eu, je crois, une quinzaine de départements qui ont reçu cette expérimentation, c'est que le préfet peut, dans l'application de certains règlements, déroger pour des raisons qui sont, sur le territoire, extrêmement importantes, extrêmement valables, extrêmement... voilà. Ça, c'est quelque chose, c'est un pouvoir d'adaptation du préfet. Et puis, il y a la réforme constitutionnelle qui s'annonce, avec plein de sujets, mais moi, je vais me centrer uniquement sur collectivités locales. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de différenciation. C'est quelque chose qui a été très demandé, parce que les territoires sont de plus en plus divers, avec cet écart entre les zones urbanisées, les zones plus rurales, etc. Il sera donc, l'article 72, sera révisé dans la Constitution. Aujourd'hui, vous savez, il existe dans la Constitution, dans cet article 72, quelque chose qui dit que vous avez le droit à l'expérimentation. L'expérimentation telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est vous expérimentez quelque chose sur votre territoire, vous trouvez ça bien, vous voudriez que ça continue, eh bien si ça doit continuer sur votre territoire, ça doit être étendu à l'ensemble du territoire français. Autrement, si ce n'est pas étendu sur l'ensemble du territoire français, eh bien, vous ne pouvez pas continuer. Ce qui est un peu, évidemment, limitatif, vous en conviendrez. Donc le droit à la différenciation est proposé dans la révision constitutionnelle avec deux idées fortes. La première, c'est qu'au sein d'une même catégorie de collectivités, certaines puissent exercer des compétences différentes. Je vais prendre un exemple, comme ça va être facile. Par exemple, vous êtes un département et vous vous entendez avec votre région pour finalement construire non seulement les collèges, mais aussi les lycées.
alors que la compétence, normalement, elle est au niveau régional. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que une même compétence puisse être exercée différemment par deux collectivités d'une même catégorie, d'une même strate. Pour des raisons géographiques, pour des raisons économiques, pour des raisons de territoire, voilà, qui permet... Alors évidemment, ce n'est pas tout et n'importe quoi, tout sera encadré par le législateur, hein, ce sera pas, mais c'est quelque chose qui permettra, bien sûr, des adaptations au territoire. Et on le voit bien, souvent, dans des territoires, il y a des choses qui sont spécifiques à certains territoires, et on voit bien parce que ça correspond soit à un phénomène culturel, parce que ça peut être des phénomènes culturels. J'ai vu pas mal de Bretons. Hein. Les phénomènes culturels, par exemple en Bretagne, l'intercommunalité, c'est un truc, c'est naturel, si je puis dire. C'est un pays mutualiste depuis toujours. Je salue le Crédit Mutuel, d'ailleurs, avec qui j'ai parlé tout à l'heure. La mutualisation, c'est consubstantiel, je dirais, à l'esprit des Bretons. Quand vous allez, j'espère que il y en a personne, quand vous allez dans le territoire de Belfort, c'est pas aussi évident, ou en Meurthe-et-Moselle, je sais pas, c'est pas du tout la même chose. Donc, il y a des spécificités géographiques, des spécificités culturelles, des spécificités urbanistiques, enfin, vous voyez, des territoires. Voilà, c'est ça qui est dans la réforme territoriale. Qu'est-ce que vous m'avez posé comme question? Je regarde encore ce que j'oublie. Dites-moi, le statut de l'élu. Le statut de l'élu, je suis très contente que vous disiez que vous ayez des propositions à faire. Et je suis très contente qu'actuellement au Sénat, il y ait un groupe de travail qui réfléchit sur ce sujet. C'est quelque chose de très difficile, le statut de l'élu. Alors, je suis très bien placée pour le savoir parce que j'ai fait plusieurs PPL qui ont abouti d'ailleurs sur le statut de l'élu. J'ai créé des choses avec mon collègue Jean-Pierre Sueur, sénateur du Loiret. On a créé le DIF, on a créé la formation continue, on l'a amélioré, on a fait beaucoup de choses. La difficulté du statut de l'élu, alors je ne dis pas qu'il n'y en a pas, je sais qu'il y a encore des choses à faire. Hein. Mais alors il y a déjà des choses qui existent. D'abord, il y a déjà des choses qui existent. Parfois, elles ne sont pas connues et parfois, elles sont difficilement applicables. Genre, quand vous travaillez dans une entreprise, vous avez droit à des heures et parfois, on vous fait une pression, on vous dit si tu prends tes heures, on verra si on ne peut pas te réduire ton temps de travail. Ça existe aussi. Hein. Bon, il ne faut pas se voiler la face. Alors, le problème, pour nous, Français, je dis bien Français, c'est que nous avons une tradition d'élus locaux héritée, je dirais, de la création des communes, c'est-à-dire au lendemain de la Révolution, où, au fond, et c'est inscrit dans le CGCT, où la fonction d'élu est bénévole. C'est écrit dans le CGCT. Alors, on a créé quand même le système des indemnités, mais dans d'autres pays, la vision de l'élu, c'est autre chose, c'est un vrai métier, si je puis dire. Je prends des mots simples. Nous, ce sont des fonctions. Nous, on est élus, et souvent, on a un autre travail à côté, etc. Mais la vie des élus et la vie des collectivités territoriales fait qu'aujourd'hui, quand on arrive à un certain stade de population, on ne peut plus faire une autre profession. Et que là, on se trouve face à un problème de rémunération par rapport au fait qu'on avait un métier avant, et subitement, les rémunérations des maires, ce n'est pas ça qui permet de vivre. D'ailleurs, ce qui provoquait le cumul des mandats au niveau local. Hein, pour pouvoir... Vous étiez maire, et si vous vouliez arrêter de travailler, vous disiez, tiens, je vais devenir conseiller départemental si je peux, bien sûr, il faut se faire élire quand même, mais ça permettait d'arriver à un niveau de ressources qui... Donc, c'est pas facile à traiter, et moi, puisque le président de la République m'a demandé de réfléchir à ce sujet, je suis très preneuse d'idées qui permettent d'améliorer encore le statut de l'élu. Je rappelle, parce que devant mon ex-collègue, enfin, c'est pas lui qui est ex, c'est moi, sénateur, j'avais fait passer une loi qui ensuite a été contestée, sur laquelle on est revenu, mais sur laquelle je suis sûre que j'avais raison, c'était de ne pas obliger les conseillers municipaux à délibérer pour
avoir les indemnités. Parce que quand même, vous venez d'être élu, le premier truc que vous avez à faire dans votre commune, premier jour, il y a plein de monde, après vous ne voyez plus personne pendant 5 ans ou 6 ans, premier jour, vous venez, il y a l'élection du maire, et qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, le vote des indemnités. Et bien ça, alors là, on commence à se dire, ah ben oui, mon vieux, je croyais que, etc. Puis, ah ben ça coûte combien, etc., etc. Moi, je suis pour la systématisation des indemnités. Et j'ai toujours dit au maire, vous prenez le maximum du tableau. Voilà. Et j'avais réussi à le faire passer pour les petites communes. Et puis après, il y a toujours des émois. Hein. C'est normal dans la vie politique. Mais je pense que c'est quelque chose, il faut être élu, n'est-ce pas? C'est donner une partie de sa vie, beaucoup de son temps, prendre sur sa vie professionnelle, familiale, etc. Je dirais, toute peine mérite salaire. Et c'est quelque chose qui est, à mon avis, très, très important, et il faut continuer à se battre pour que les élus soient bien rémunérés, et je dirais d'autant mieux qu'il va y avoir limitation du cumul de mandats. C'est une des raisons, enfin qu'il y a déjà pour les parlementaires, c'est pas les plus malheureux, les parlementaires. Et sur les élus locaux, moi j'ai connu des élus locaux qui gagnaient plus que des parlementaires des fois. Bon, je le dis parce que ça a existé. Donc voilà, alors je reprends tout. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Je ne sais pas, mais j'ai retenu un truc, Monsieur le Président. Un mot que vous disiez souvent, alors je vais vous le dire. Je ne manque pas de courage, donc j'espère tout faire, comme vous l'avez dit, il faut beaucoup de courage. Eh bien, je n'en manque pas et je suis sûre que vous non plus. Merci.